Est-ce réaliste de parler d'une équipe parentale après la séparation? C'est non seulement c'est réaliste, mais c'est idéal pour les enfants. Oui, c'est réaliste. Je pense qu'il y a des parents qui ont cette maturité-là. Est-ce réaliste de parler d'une équipe parentale après la séparation? Qu'en pensez-vous? La réponse à la fin de l'émission. Bienvenue à votre émission Rupture. Alors aujourd'hui, coparentalité 2.0, faire équipe malgré la séparation par amour pour nos enfants. Alors, survient une séparation, c'est bien beau la séparation entre le couple, mais quand il y a des enfants en jeu, la relation parentale demeure. Alors, comment faire pour que ça se passe bien? Pour en parler avec moi aujourd'hui, Caroline Paquette, qui est psychologue et médiatrice, copropriétaire de la clinique Enfants, Famille et Santé. Bonjour. Merci d'être là. Nancy Doyon, éducatrice spécialisée, coach familial, aussi fondatrice de SOS Nancy. Merci Nancy. Encore une fois, d'être là toutes les deux. Alors, Caroline, je débute avec toi. Est-il possible de rebâtir une confiance avec notre ex-partenaire, l'autre parent, suite à des tensions dans la séparation? Je vais être obligée de faire une réponse nuancée. Donc oui, dans plusieurs cas, dans la majorité des cas, c'est possible. Dans une petite proportion des cas, malheureusement, ça sera pas possible. Par contre, on peut développer une relation de coparentalité, même si on n'est pas dans la plus grande des confiances qui soit. Il y a des parents qui vont être capables d'être dans une coparentalité collaborative. Ça veut dire qu'ils vont s'appeler, qu'ils vont se voir, qu'ils vont s'entraider aussi. Oui, ils vont être capables de prendre des décisions ensemble pour les enfants. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Donc, on peut voir ça, disons que selon les capacités, jusqu'à une incapacité de communiquer, des grandes difficultés. Fait que dans ce cas-là, on va essayer de s'orienter davantage vers une coparentalité parallèle. Parce que même si les parents s'entendent pas, il est fort probable que les enfants vont quand même avoir besoin de leurs deux parents. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse coparentalité coparallèle? Est-ce que ça se passe par la cour? Là, ça va vite dans ma tête au niveau des questions. Là. Qu'est-ce qui détermine qu'on a ce type de coparentalité-là? Je vais vous expliquer c'est quoi, puis ensuite, je vais vous dire un peu comment ça peut se mettre en place. Donc, la coparentalité parallèle, c'est qu'on va faire en sorte d'avoir des ententes où on va avoir le moins possible besoin de se parler. Tout va être vraiment détaillé, précisé. Ça pourrait être dans un projet d'entente de médiation. Ça pourrait également être dans un jugement fait en général là, en cours supérieur, qui vont diminuer les irritants entre les parents. Okay. Et ben de ce fait, il va y avoir moins de conflits, les enfants vont être moins exposés, puis ils vont être protégés. Alors, ils peuvent bien s'adapter aussi dans ce type de situation-là, qui est pas l'idéal, mais qui est mieux que de pas voir un ou l'autre des deux parents. Tout à fait. OK. Et Nancy, quels sont les pièges les plus fréquents là, qui nuisent à une belle coparentalité? Ben, je dirais que le piège que j'observe le plus souvent, c'est le piège du contrôle. Un des deux parents cherche un peu trop à savoir en détail ce qui se passe chez l'autre, veut pouvoir aussi avoir une espèce de contrôle sur ce qui se passe chez l'autre parent. Quelle émission il voit, qu'est-ce qu'il mange, à quelle heure il se couche, qui il côtoie. Oui. Puis parfois, là, on peut tomber dans l'espèce de violence ou de contrôle coercitif post-séparation, où là, c'est, si tu vas quelque part avec mes enfants, je dois savoir toujours où est-ce que tu es, avec qui, etc. J'interdis que tu fréquentes telle personne. Mais le plus commun, c'est vraiment plus le parent bien intentionné qui veut juste comme, tu sais, il y a une espèce de deuil à faire, de dire, je m'occupais de mes enfants du lever au coucher tout le temps, le cours de patin, etc. Puis quand il est chez l'autre parent, je suis un peu inquiète à savoir est-ce que c'est correct, puis c'est pas nécessairement fait à mon goût. Fait que tu sais, il y a comme une grosse job de lâcher prise à faire et à se dire, écoute, il faut que je sois capable de faire confiance à l'autre parent, même si on n'est pas pareil. Et là, quand il rentre en plus des nouveaux conjoints, nouvelles conjointes, la méfiance peut facilement revenir aussi. Donc, tu sais, c'est quand on tombe vraiment dans la méfiance.
Un autre piège que je vois assez souvent, c'est le concours du meilleur parent. Quand le parent, chacun des parents essaie de prouver à son enfant que ben il est bien mieux chez eux. Ouais. Et là, ça peut passer par des cadeaux, des sorties extraordinaires, mais aussi une espèce de questionnaire de la Gestapo de qu'est-ce qui s'est passé chez papa, qu'est-ce qui s'est passé chez maman, qui vous avez vu, etc. Puis un enfant se retrouve un peu coincé, puis le parent se réajuste en ben, tu vas voir ici, ça va être le fun. Puis moi, je vais bien t'encadrer. Puis moi, je vais fait, tu sais, des fois, on aimerait ça, consciemment ou inconsciemment, que l'enfant se sente mieux chez nous que chez l'autre parent. Et des fois aussi, je le vois, moi, par punition pour l'ex qui m'a laissé, exemple, d'arriver à dire que il aime pas ça aller chez maman ou il aime pas ça aller chez papa, puis c'est des gros efforts et tout ça. Fait qu'il y a même l'attitude du parent aussi qui amplifie tout ça. Hein. Vous pouvez me le dire toutes les deux, là, Caroline? L'enfant qui sent ça peut même avoir tendance à vouloir tellement faire plaisir à son parent qu'il va peut-être même se forcer de lui rapporter des choses qui sont négatives de l'autre parent pour le rassurer. Ouais. Et là, ben, sans le vouloir, ce pauvre enfant est en train de contribuer au conflit parental parce que ça va insécuriser encore plus le parent qui l'était déjà à la base. Et il va ramener ça à l'autre. Et là, ben, on peut facilement voir l'escalade là, de conflit entre les parents. Tu sais, l'autre piège qui est un peu concomitant à ça, c'est quand il y a un des deux parents qui, quand ses enfants s'en vont chez l'autre parent, ils mettent un peu leur vie sur pause. Et là, c'est « Ah, je vais m'ennuyer de toi. Maman, écoute, j'ai hâte que tu reviennes. » Le parent appelle l'autre, l'enfant qui est chez l'autre parent à tous les jours. Un petit message par-ci, un petit message par-là. Et là, ben effectivement, l'enfant peut avoir l'impression qu'il a abandonné son parent et peut hésiter même à avoir du plaisir où il est. Puis il est comme jamais, tu sais, il est jamais déposé vraiment. Et là, ben quelque part, tu sais, l'enfant, on vient alimenter justement l'espèce de conflit de loyauté où le jeune a l'impression que, ben, tu sais... Il trahit son parent. Oui, c'est ça, je trahis mon parent si je me sens bien. Surtout si j'ai du fun avec la nouvelle blonde à papa, là, c'est quelque chose d'une trahison suprême. Donc, tu sais, pour l'enfant, c'est... Et ça, dites-moi si je me trompe, mais des fois, ça va même jusqu'à empêcher l'enfant va s'empêcher de vraiment vivre le moment puis d'être heureux dans son moment, que ce soit en vacances ou parce qu'il se sent coupable. Oui, chez les enfants petits, là, je parle de 3-4 ans, là, ils ont une vision très égocentrique du monde. Hein. Pour eux autres, tout tourne autour d'eux autres. Ouais. Donc, ils pensent que leurs parents, c'est comme ça leur vie, là, qu'ils sont le cœur de la vie de leurs parents. Donc, s'ils sont inquiets pour leurs parents, ils vont être réellement inquiets. Qu'est-ce qui arrive à mon parent que j'ai abandonné tout seul, sans moi, être merveilleux que je suis? Là. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours par mauvaise foi. Tu sais, le parent qui fait ça, il fait pas ça pour mal faire. Des fois, ils ont vraiment de la peine, les parents. Moi, je le vois, là. Puis surtout celles qui, parce que moi j'accompagne les femmes, mais celles qui ont axé tout le nous, tout est autour de la famille, autour des enfants. Donc quand elles se retrouvent en séparation, seules une fin de semaine sur deux, c'est plus fort la perte de l'enfant que la perte de l'ex-conjoint, souvent. C'est ce que je vois. Oui, puis tu sais, parfois, le parent a l'impression que, ben si je dis à mon enfant que je vais m'ennuyer de lui, à quelque part, je suis en train de lui dire que je l'aime. Donc, tu sais, c'est une forme d'amour. Quand je l'appelle à tous les jours, ben tu sais, je veux qu'il sache que je pense à lui. Oui, mais pour l'enfant, ben ça l'alimente aussi dans le conflit de loyauté. Puis l'impression, ben c'est ça, qu'il a abandonné son parent. C'est vraiment différent de dire à ton enfant, je vais m'ennuyer de toi, de ben j'ai hâte de te retrouver dans 3 dodos. Tu sais, des fois juste de nommer, ben tu sais, bon, ben pendant que tu vas être partie, je vais voir ma copine Julie, je vais faire telle activité, je peux t'envoyer même des photos de moi en activité pour que tu puisses conceptualiser que j'ai aussi une vie quand t'es pas là. Puis au début, les enfants réagissent pas tout le temps bien. Hein? Au début, les enfants font comme, ben là, t'es allé à tel endroit sans moi, t'as fait quelque chose J'aurais sans aimé ça y aller. Oui, c'est ça. Fait que des fois, ils sont pas tout le temps confortables avec ça, mais assez rapidement, ils s'adaptent. Puis comment on gère, justement, tu l'as nommé tantôt, Nancy, le petit texto de la part de l'enfant, mais c'est finalement aussi des fois l'ex qui cherche des situations de parler aussi, là, tu sais, quand on est au début des ruptures, là, ça, je le vois, là, supposons une femme qui a de la difficulté à lâcher prise, elle va chercher justement plein de prétextes pour entrer en contact avec l'ex sur le dos des enfants. Comment on gère ça quand justement il y a trop d'appels? Le temps idéal
qu'un enfant devrait appeler son parent quand c'est pas sa semaine? C'est quoi? Est-ce qu'il y a, Moi, un homme? généralement, plus ils sont petits, plus je propose que les contacts soient quand même assez fréquents. OK. Fait que, tu sais, si un enfant est une semaine, qui a 4 ans, ben, qu'il ait un petit coucou à tous les jours ou à tous les 2 jours, ça peut aller. Plus les enfants vieillissent, puis on va espacer ça, Oui. ça va être intéressant qu'il y ait, après, admettons, l'entrée scolaire, là, après 6-7 ans, un contact par semaine, où là, on se fait peut-être un petit FaceTime, etc. Donc, faut faire un peu attention parce qu'effectivement, quand c'est trop, ça devient envahissant, ça coupe l'espèce de bille de l'enfant chez l'autre parent. Puis oui, ça peut, l'autre parent peut avoir l'impression qu'il est un peu surveillé. Là. Puis il y a la durée des appels. Ah oui. Hein, les enfants, là, les petits-enfants, là, quand ça a duré 5 minutes, c'est assez. Là, on fait pas des appels d'1 heure. Là. Ouais. Puis l'enfant qui dit « Hey, je veux pas y parler, ça me tente pas parce que je suis en train d'écouter mon émission, parce que je suis en train de jouer, puis j'ai ma construction de bloc qui est là. » C'est pas parce qu'il rejette son parent, Ouais. c'est parce qu'un enfant, c'est dans le moment présent. Donc, il faut respecter ça, puis on se dit « Ben, on se parlera demain, ou on se parlera après-demain, bye-bye. Puis Exact. il faut vraiment être capable, comme adulte, de l'entendre comme « Mon enfant est occupé et non mon enfant me rejette. » Oui, parce que ça aussi, hein, il y a la difficulté, tu sais, puis est-ce que mon enfant aime mieux son père que moi, la maman, ou la maman et vice-versa, ou là, ensuite, il y a la nouvelle blonde, la nouvelle famille. Il y a aussi l'aspect financier. Des fois, un ou l'autre a plus de moyens de faire des sorties avec l'autre, et tu sais, ça amène des difficultés, là, dans Faut savoir s'ajuster là-dessus, mais surtout aussi, je dirais, de ne pas, dans les pièges que je vois souvent, les enfants ont pas besoin de savoir qui doit de l'argent à qui. Puis les enfants ont pas besoin de savoir que, ben, tu sais, papa a plus de sous que moi, ou ben, moi, je manque de sous parce que j'ai donné l'argent en pension alimentaire. Les enfants ont pas à savoir ça. C'est super important. Faire attention aussi à ne pas, moi, j'avais une petite cliente qui m'avait dit, j'en ai marre de faire le hibou. Comme le hibou dans Harry Potter. Et les parents passaient souvent par la jeune fille pour dire, ben, écoute, donne l'enveloppe à maman, dis ça à papa. Puis, écoute, et elle avait été obligée de prendre position du haut de ses 9 ans pour dire à ses parents, ben, parlez-vous, mais moi, je veux plus que ça passe par moi. C'est dur pour un enfant d'en arriver là. C'est un défi aussi pour les enfants, la séparation. Écoutez, mesdames, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on va parler justement de l'impact chez les enfants. Restez là. Nous sommes de retour à votre émission Rupture. Alors, je demande à Caroline, psychologue, comment on sait, c'est quoi les signes indicateurs qu'un enfant est victime d'une mauvaise coparentalité? Le premier signe, c'est qu'il faut l'écouter. Donc, quand l'enfant commence à dire à ses parents, ben moi là, j'aime pas ça être le messager, comme on disait tout à l'heure. J'aime pas ça quand tu parles en mal de l'autre parent. Ben, il faut entendre ces malaises-là de notre enfant, puis rapidement ajuster notre comportement et non pas être sur la défensive. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on peut voir si on n'a pas entendu ces messages-là, c'est des enfants, si on a des enfants qui ont un tempérament peut-être plus anxieux, qui risquent de devenir plus anxieux, souvent autour des séparations. Dans d'autres cas, on va avoir des enfants qui vont développer des troubles de comportement, devenir beaucoup plus opposants, faire des crises qu'on n'avait pas avant aussi. On peut voir aussi des difficultés de sommeil apparaître, souvent un peu avant la transition ou des fois après. Donc là, c'est des signes qui sont autour de la séparation. Puis s'il va encore de moins en moins bien, malheureusement, on pourrait voir des enfants qui développent des symptômes dépressifs, des difficultés à l'école. Et même dans des cas plus extrêmes, un enfant qui est tellement coincé entre ses deux parents, il peut même en venir à dire, ben moi, je veux plus aller chez un des deux, là, parce que je suis trop pris entre les deux. Donc, c'est vraiment grave, ces difficultés de coparentalité-là, puis la souffrance que ça peut faire vivre aux enfants. Comment on sait que mon enfant n'est pas juste triste, mais là, il y a vraiment une dépression qui s'installe, là? Ben, un enfant qui est dépressif, ça va dépendre. Hein. Il y en a que ça va devenir explosif et il y en a d'autres qu'ils vont être vraiment plus tristes, vraiment renfermés, beaucoup dans leur chambre, qui parlent pas. On a des problèmes de sommeil qui s'installent. Un enfant qui va beaucoup manger, fait que là, ou pas du tout, donc hyper ou hypo, qui perd l'intérêt pour les choses qu'il aimait d'habitude, qui a des propos, mon Dieu, tellement sombres puis désespérés, qui ne voit plus d'espoir dans la vie, qui se dénigre aussi. Donc, ça veut pas dire qu'il est en dépression, mais quand on a des signaux comme ça, c'est très important d'aller chercher de l'aide pour notre enfant.
OK. Fait que donc là, on consulte ou... Oui. OK, avec lui. Avec l'enfant, spécifiquement. Oui, mais bien entendu que pour aller chercher de l'aide, il va falloir que les deux parents soient consentants pour ce type d'aide-là. Si je pense à un enfant qui est plus vers des symptômes dépressifs, j'aurais tendance à l'orienter plus vers un psychologue. Okay. Mais il y a d'autres services. Si j'ai un enfant qui est plus dans des difficultés de comportement, ben j'irai vers une éducatrice ou une psychoéducatrice. Donc, il y a beaucoup de services. Puis c'est important de bien réfléchir aux meilleurs services selon la situation qu'on observe. Puis est-ce qu'un jeune enfant, parce que là c'est facile quand il peut s'exprimer, il peut nous parler, nous dire ce qu'il vit, mais pour les tout petits, est-ce qu'on fait les mêmes observations, sauf les mots? Malheureusement, oui. OK. On va observer plus dans le comportement, moins dans le verbal, mais oui, il y a des enfants très jeunes qui peuvent présenter des symptômes dépressifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, mais il faut quand même être à l'écoute puis aller chercher de l'aide. OK. Nancy, comment on fait quand on a une différence au niveau de l'éducation? Mon ex-conjoint a une méthode, j'ai la mienne. Oh boy, des fois, on a des divergences là-dessus. Ouais, ben, tu sais, j'ai envie de faire le parallèle aussi, tu sais, le lien avec ce qu'on vient de voir. Faut comprendre que l'enfant aime ses deux parents. Oui. Et qui se reconnaît dans les deux parents. Et là, ben, notre petit loup, ben, il doit s'adapter à deux maisons, oui. avec deux parents qui l'aiment, des fois, etc. avec une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint qui ont des méthodes aussi. Puis qui ont des enfants, peut-être, oui. qui ont éduqué d'une façon différente. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est sûr et certain que l'enfant va devoir s'adapter. Et là, comme parent, ben, faut pas que je tombe dans le piège de vouloir que ce soit exactement pareil. Mm-hmm. Dans un monde idéal, on réussit comme coparents à s'entendre, par exemple, sur les routines de base. Tu sais, ça fait pas de sens qu'un enfant, une semaine sur deux, se couche à 7 heures, puis le lendemain, ce soit 9 heures, tu sais. Donc, tu sais, les heures de lever, les heures de coucher, le temps d'écran, ça, c'est un des grands conflits d'ex-parents. Ouais. On essaie de s'entendre, tu sais, sur les grandes règles. Puis, tu sais, si, admettons, j'ai mon ex à moi qui refuse de collaborer, ben peut-être que j'irai même jusqu'à lâcher du lest. Sur mes propres règles, lâcher prise sur certains éléments pour éviter que l'enfant soit complètement... Une semaine, c'est blanc, la semaine suivante, c'est noir. Fait que, tu sais, peut-être que chez moi, je dirais pas d'écran du tout la semaine. Mm-hmm. Puis, bon, peut-être 1 heure ou 2 la fin de semaine. Mais chez l'autre parent, ben, c'est bar ouvert sur les jeux vidéo. Ben, peut-être que moi, je vais laisser un petit peu de temps d'écran, même si c'était pas ça que je voulais. Parce que ça va être moins dommageable à long terme pour le développement affectif de l'enfant d'avoir des règles qui sont pas tout à fait parfaites, mais qui sont moins différentes d'une semaine à l'autre. Mm-hmm. Ça vient alimenter le conflit de loyauté. Fait que des fois, il faut mettre un peu ça dans la balance. Ouais. Tu sais, est-ce que je suis mieux de préserver le développement affectif de mon enfant puis qu'il se sente pas coincé entre ses deux parents? Puis, ben, peut-être qu'il y a certaines règles que je peux laisser tomber ou être un petit peu moins rigide dessus parce que ça va pas faire une grande différence à long terme. Fait que, tu sais, un des pièges dans lesquels on peut facilement tomber, c'est de vouloir compenser pour l'autre parent. Donc, quand mon enfant va chez mon ex, ils n'ont pas de règles. Alors, moi, quand ils reviennent à la maison, je leur mets un cadre ultra serré. Ah, ben non, c'est pas l'idée du siècle. Ou l'inverse, de dire, ben, tu sais, mon ex est tellement rigide et tellement sévère. Ben, moi, de mon côté, je vais être complètement à l'inverse. Mm-hmm. Quand je fais ça, l'enfant, il s'épuise. Ils sont obligés de prendre. Je veux dire, ben, c'est lequel de mes deux parents qui est le bon parent, là? C'était ça, ma question. Qu'est-ce que ça dit à l'enfant quand il voit les deux parents qui sont pas sur la même longueur d'onde ou des fois, j'ai le droit de faire ça chez maman, j'ai pas le droit de faire ça chez papa. L'enfant, il se dit quoi par rapport à ça? Ben, il se sent obligé de choisir. Entre le parent? Oui. Lequel est le bon parent? Lequel a raison? Ouais. Et parfois, il va prendre pour le plus débonnaire, puis parfois, il va prendre pour celui qui est le plus rassurant. Mais, en fait, quand ça arrive, parce que de toute façon, je pense que c'est inévitable. L'enfant, notre ex, il fonctionnera pas tout le temps comme nous. On fonctionnait, on s'est séparés, c'est pas pour rien. Il fonctionnait pas non, comme ça. Mais je pense qu'au niveau de la formulation, ça va être intéressant quand l'enfant nous rapporte en disant, ben, papa me permet lui. Ben, c'est intéressant de dire, ben, écoute, c'est son point de vue.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Alors ici, ça va être un peu différent, mais pas ton père a pas raison ou ta mère, elle devrait Ça a mettre pas plus de d'allure, règles, ça n'a pas de ouais. bon sens. Ah, ouais, ils t'ont permis d'écouter tel film, c'est pas de ton âge. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, on sait Tu sais, bien. ouais, Hein? oui, c'est ça. Oui, tous les petits trucs subtils, là. Le petits petit sourcils. soupir de bon. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on est capable de dire, ben, tu sais, moi et ton père là-dessus, on n'est pas d'accord. Mais regarde, cette semaine, ça va être comme ça. Chez nous, ça va être comme ça. Chez papa, ça va être un peu différent. Mais on a chacun notre point de vue là-dessus. Et pour l'enfant, ben, il comprend que maintenant, une vie, on a le droit de pas être du même avis de quelqu'un, mais le respecter quand même. Alors, je trouve ça intéressant qu'on fasse un petit peu attention à ce qu'on amène. Donc, dans le quotidien, avec les petits trucs que tu nous as donnés, Nancy, Caroline, il y a des choses qu'on peut laisser aller, puis bon, c'est correct. Mais quand, pour nous, ça fait pas de sens, que c'est à l'opposé de ce qu'on ferait, de nos convictions, qu'est-ce qu'on fait là pour ménager nos enfants, puis prendre position aussi en tant que parents là-dedans? Ben, tu sais, c'est important que les conflits, quand c'est vraiment un conflit de valeurs, par exemple, ou un désaccord important, et que moi, comme parent A, je me dis, ben écoute, ce qui se passe chez le parent B, là, c'est tellement important que je pense que ça peut nuire à la sécurité affective de mon enfant, à son développement affectif, ou même à sa sécurité physique. Ben oui, c'est important que j'intervienne. Parfois, ça va être possible qu'on ait une discussion à l'abri des oreilles des enfants. Parfois, ça peut même être une discussion houleuse. Donc, on se donne rendez-vous, on s'assure que les enfants sont pas là, on s'assure d'être calme, d'être en maîtrise de soi. On prépare bien ce qu'on veut adresser, pourquoi c'est important pour nous, puis ce qu'on demande que. Parfois, ben, il va falloir passer par une tierce personne. Ça peut être intéressant, puis c'est un peu parfois le rôle du coach familial de faire, ben écoute, c'est nous qui faisons le hibou, là, en fait, qui allons dans la maison d'un parent, on regarde un peu les règles, les désaccords, on va chez l'autre parent, et parfois on va venir négocier entre les deux parents une espèce d'accord, de compromis entre les deux pour que il y ait davantage de collaboration puis que les enfants se sentent pas coincés, là. Au niveau de la médiation, peut-être, est-ce qu'on retourne là quand Oui, ça... on peut aller en médiation quand on a de la difficulté à s'entendre. Habituellement, en médiation, on a les sujets classiques, là, où on va parler du partage du temps de vie, partage des responsabilités financières, partage des biens, mais on peut également aborder d'autres sujets comme, par exemple, le choix d'école, les ententes sur les pratiques éducatives, puis préciser nos ententes de médiation. Là. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais imaginons que le coaching n'a pas fonctionné, que la médiation n'a pas fonctionné. Ben, il reste d'autres alternatives qui sont celles d'aller consulter un avocat ou même, à la limite, d'aller appeler à la protection de la jeunesse si on est inquiet pour la sécurité ou le développement de nos enfants, parce que même si on établit un partage du temps de vie, on reste des parents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notre rôle est encore là. C'est ça. Ben, on va pas aller faire de l'ingérence, comme l'a bien expliqué Nancy, là, sur exactement à quelle heure on se couche, qu'est-ce qu'on va manger, puis On tout mange ça. pas de Fruit Loops ce matin. Mais quand ça dépasse des limites où on est vraiment inquiet pour la sécurité ou le développement, ben on a une responsabilité, puis on va essayer des choses auparavant, mais quand on a tout essayé, ça fait partie des options. OK, mais une fois qu'on est séparés, là, que la médiation est faite, là, Oui. qu'on fonctionne depuis un petit bout de temps, puis qu'on arrive avec un conflit comme ça, on fait quoi? Ben, en fait, quand on appelle, si on doit aller vraiment faire un signalement à la protection de l'enfance, quand on appelle, on peut aussi demander simplement une consultation. OK. Dire, écoutez, je me retrouve coincée, j'ai telle chose, je m'inquiète pour mon enfant, je sais pas trop c'est quoi la marche à suivre. L'intervenant au bout de la ligne va vous le dire. Est-ce qu'il y a motif à signalement? Est-ce qu'il y a des mesures à mettre en place d'abord? Est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide de la part d'un intervenant, par exemple, au CIUS, un intervenant externe? Donc, ils vont vous guider, ils peuvent dans la guider les démarche. parents à ce moment-là. Mais ce qui est super important, c'est que les enfants ne soient pas mis au cœur de ça. L'enfant ne doit pas servir de confident aux parents, ni être celui qui doit délationner son autre parent. Il ne doit pas servir de délateur. Donc, c'est super important parce que quand on demande à un enfant d'être le délateur de l'autre parent, puis que l'enfant
l'enfant sait que, bon, ben, il y a peut-être une menace de changement de garde derrière, ben, un parent peut assez facilement manipuler l'enfant pour créer une espèce d'omerta, et là, on vient encore augmenter là, le conflit de loyauté. Et c'est l'enfant qui est coincé là-dedans. Ben oui, tout à fait. Mesdames, super intéressant. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on répond à notre question Vox Pop. Est-ce réaliste de parler d'une équipe parentale après la rupture? Restez là. Est-ce réaliste de parler d'une équipe parentale après la séparation? Je pense que moi, je l'ai vu dans mon travail. Oui, parfois, il y a des parents qui sont très collaborants pour que l'enfant soit un peu épargné par la séparation des parents, qui n'est jamais simple. Oui, je pense que c'est possible aussi. Je suis d'accord avec elle. Elle a plus d'expérience que moi. De retour à Rupture, on poursuit notre discussion avec Caroline Paquette et Nancy Doyon. La fameuse réponse au Vox Pop. Est-ce réaliste de parler d'une équipe de coparentalité après la rupture? Dans la majorité des cas, oui, c'est possible. Peut-être que le couple n'a pas réussi, mais on peut réussir notre séparation. Puis réussir cette séparation-là, ça veut dire être une équipe parentale. Merci. Je m'attendais pas moins de ça. Moi, c'est certain que j'y crois et je le vois tout le temps. Ça se peut que ça demande du temps. Par contre, tu sais, la première année après une rupture, parfois, c'est beaucoup plus difficile. On est encore plus dans l'émotif. Donc, avec beaucoup de communication, beaucoup d'efforts de part et d'autre, parfois même une aide externe, il y a vraiment moyen que les enfants grandissent vraiment avec deux coparents qui s'entendent relativement bien. Et si on a besoin d'aide, là, parce que on n'y arrive pas tous les deux, quelles sont les ressources à qui on peut s'adresser? Bon, on a des ressources au niveau psychosocial qui sont soit dans le public ou dans le privé. On a dit un peu tantôt, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, psychologues, psychoéducateurs. Puis, on a aussi des ressources au niveau juridique, avocats. Il y a aussi des médiateurs qui peuvent nous aider. Il existe des services qui peuvent aider les familles. Il y en a un, entre autres, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Justice Pro Bono. Les gens peuvent avoir un avis juridique. Puis, en même temps, il y a un intervenant psychosocial. Donc, pour les situations familiales, ils vont... Moi, je trouve que c'est quand même assez aidant. Alors, avec ça, on peut essayer de faire un bon bout de chemin. Mesdames, merci infiniment. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. On se reprend pour une autre émission, assurément. Merci. Merci aussi à vous d'avoir été là. Je vous invite à aller aimer la page Facebook Rupture. La semaine prochaine, on parle de divorcer ou se séparer sans s'appauvrir. Est-ce possible? Bonne question. Hein? À bientôt. Merci.